selon les statistiques ONU, 2008 marque une inflexion dans l'histoire de l'humanité, et une inflexion de ma petite souris, c'est que nous passons à une population mondiale qui serait désormais composée à 50% d'urbains. Nous avions 30% d'urbains en 1950, nous sommes en 2008 à 50% de l'humanité. Alors tout ceci repose sur des conventions statistiques particulières, qui sont des conventions statistiques nationales que l'ONU agrège. C'est donc le monde que vous voyez là, mais ce n'est pas une erreur que de le voir ainsi reproduit. Un cartogramme, c'est la projection sur un territoire de la part de la population qui s'y trouve, rapportée à ce qu'elle représente en population dans le monde entier. En clair, vous avez 1% des êtres humains qui vivent en France et vous avez en réalité 2% des urbains qui s'y trouvent. Vous voyez naturellement ce gros morceau de la Chine qui va être appelé à grandir ou de l'Inde. Voici un autre cartogramme, c'est celui de la croissance urbaine projetée de 2002 à 2015 où vous voyez eh bien, la Chine et l'Inde notamment, mais également l'Afrique du Nord qui sont confrontés à la nécessité de gérer des concentrations urbaines dont on n'a pas idée. En clair, la population européenne progresse en un an de ce que la population indienne progresse en une semaine. Et vous avez, sur le temps de notre discussion qui est d'à peu près 2 heures, 20 000 urbains en plus. Et ces 20 000 urbains sont à 90% des urbains qui apparaissent dans les pays en voie de développement. Et à l'horizon 2050, vous le voyez, nous avons presque les 2 tiers des urbains qui se trouvent en Asie. Autre précision qui est plus que géopolitique, qui est sociale, c'est que lorsqu'on parle de la progression de l'urbanisation, une des tendances nettes de l'urbanisation, c'est, pour employer un néologisme, la bidonvillisation. Ayons à l'esprit qu'aujourd'hui, nous avons 3 milliards de personnes qui vivent en ville, dont 1 milliard qui vivent dans des établissements humains, c'est ainsi que est la terminologie ONU, qui sont des bidonvilles. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'y étendre longuement pour montrer combien notre abondance occidentale est marquée par, au contraire, l'explosion des grandes difficultés sociales et urbaines sur tous les autres continents. On a des systèmes statistiques qui désormais permettent de suivre dans le temps ce que pensent les habitants des villes. En Europe est monté tous les 3 ans désormais un audit urbain pour mesurer ce que sont les problématiques urbaines jugées prioritaires par les habitants. Ce qu'on observe, ce n'est pas un scoop, c'est que les Français sont de plus en plus préoccupés. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on liste une série de sujets et on demande ceux qui sont les plus préoccupants. Et vous voyez que ça fait peu de temps que la dégradation de l'environnement est une préoccupation importante devant le chômage, mais toujours derrière la pauvreté dans le monde ou la violence. C'est naturellement, cela retentit, une préoccupation des élus. Il y a eu simplement un petit sondage là, que je vous livre auprès de 260 maires réalisé juste avant les élections municipales qui montrait pour 46% d'entre eux que l'environnement était le principal enjeu, à tout le moins un des principaux enjeux pour les villes dans les 10 prochaines années. Et je répète que ceci se trouve derrière les préoccupations sociales puisqu'il cite l'activité économique et l'emploi au premier rang, suivi du logement. Vous savez qu'à la suite du Grenelle ont été pris des engagements, ont été mis en place des comités opérationnels, c'est-à-dire des chantiers qui devaient donner la matière et qui l'ont donné de la loi. Hein. Et sur ces 33 comités opérationnels, j'ai trouvé qu'il y en avait au moins 5 qui étaient immédiatement dans l'urbanisme que l'on dira durable. C'est un comité qui portait sur les collectivités exemplaires, un autre sur les transports urbains, un autre encore sur les bâtiments neufs, un autre sur les logements sociaux et la rénovation urbaine, un autre sur les bâtiments existants et enfin un sur l'urbanisme. Et celui sur l'urbanisme a donné, en s'appuyant sur une série d'engagements, 4 contenus à l'urbanisme durable dans la loi, qui sont l'extension de ces dispositifs, plan climat-énergie dont je vous parlais, le renforcement de l'évaluation environnementale de la planification urbaine, donc c'est la mesure de toutes les incidences environnementales, toute décision urbanistique, l'intégration dans le droit de l'urbanisme d'objectifs de lutte contre la régression des surfaces agricoles et contre l'étalement urbain. Et il y a une dernière mesure, sans grand contenu encore, il faudra attendre le Grenelle 2, à un plan pour le retour de la nature en ville. Alors un petit mot avant de commencer, c'est pour dire qu'Angenius, en fait,
qu'on a présenté rapidement tout à l'heure. Donc c'est une association qui est en fait un incubateur de projets. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on monte des projets de développement durable avec des collectivités, des ONG, des entreprises un peu sous l'angle de pilote. Et l'objectif pour nous, c'est toujours de tester des choses un peu in vivo. Et là, en l'occurrence, la particularité, c'est qu'on teste des modes de vie, donc on teste avec des gens, entre guillemets, ce sont des vrais cobayes qui sont dans des quartiers et on voit ce qui se passe avec leur mode de vie. L'empreinte écologique, c'est un outil de mesure, on va dire, de comptabilité environnementale qui permet de calculer, en gros, l'impact de l'homme sur la planète. Ce que vous avez sur cette courbe ici, c'est le résultat des courses, en gros, pour l'humanité depuis à peu près 40 ans. La ligne verte ici, c'est la capacité de la Terre, c'est-à-dire la surface que nous pouvons utiliser en tant qu'espèce humaine. 12 milliards d'hectares pour 22% de la surface de la Terre. La courbe qui monte, là, qui dépasse donc ce seuil vert, c'est en fait l'empreinte de l'humanité, c'est-à-dire tout ce qu'on prend comme surface pour nos consommations. Vous voyez en fait ici que l'empreinte de l'homme a dépassé la capacité de la Terre d'à peu près 30%. C'est comme si chaque année, vers le mois de septembre, fin septembre, vous aviez consommé tout ce que le potager avait fourni. Donc à partir de début octobre, vous mangez vos réserves en fait. Une grosse partie de l'empreinte finalement, ce sont les parties énergétiques, notamment les emballages et les transports. Donc par exemple, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que 20% de la population mondiale consomme 80% de l'empreinte de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, les 20% des gens les plus riches de la planète consomment quasiment l'entièreté de l'empreinte mondiale. On a fait un calcul avec un repas de Noël en Belgique qui avait fait 209 000 km en prenant simplement les promotions qu'il y avait au supermarché. Donc quand vous additionnez les kilomètres entre le bœuf qui vient d'Argentine, etc., les haricots verts du Kenya et puis les asperges du Chili, vous avez donc au final pour un repas de Noël pour 4 personnes, ça faisait donc 209 000 km, soit l'équivalent de 40 kg de CO2 sur la table. L'empreinte écologique, on s'en sert beaucoup pour communiquer avec tout type de population, je dirais des citoyens, des élus, des responsables d'entreprise. Et là, c'est un travail qui a été fait pour un peu marquer les esprits. Donc on a demandé à des gens de poser avec ce qu'ils mangeaient dans une semaine pour simplement montrer le mode de vie. Là, vous avez les Anglais, donc vous voyez plein de choses qui sont emballées. On reconnaît là, je dirais, toute l'agro-food typique, Mars, etc., tous les produits qui en plus sont assez mauvais pour la santé. Et en particulier en Angleterre, vous avez plus de 80% de la nourriture qui est importée. Vous voyez le genre d'empreinte que ces personnes ont et qui est donc vraiment extrêmement lié au pétrole et je dirais aux produits très transformés. Vous avez à côté de ça le mode de vie des Italiens qui, au niveau de l'empreinte, est beaucoup plus faible. Beaucoup de produits locaux, très peu de produits transformés. Et donc ce genre de choses permet assez facilement de faire des calculs d'empreinte et de comparer donc la durabilité d'un mode de vie. Vous avez vu tout à l'heure le chiffre, il y avait 12 milliards d'hectares, la ligne verte, la capacité. Si vous divisez par 6 milliards d'individus, ça fait 2. Ça veut dire que chaque humain devrait vivre avec 2 hectares, grosso modo, si c'était équitable. Il se trouve qu'en France, quand on fait un calcul de mode de vie, on est à peu près à 6 hectares, 5,6 exactement. Et quand on est aux États-Unis, on est à 10 hectares. Donc si vous prenez 5,6 divisé par 2, ça fait comme si chacun de nous avait 3 planètes. On a décortiqué l'empreinte des 3 planètes et on l'a affectée par usage final, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez dans votre caddie ou ce que vous achetez, vous voyez dans votre facture finale. Et vous vous rendez compte ici que l'alimentation, ça fait à peu près 25% de l'empreinte d'un Français moyen ou d'un Anglais moyen. Et donc, comme je vous l'ai dit, la moitié de cette empreinte, c'est donc du pétrole. C'est des kilomètres et des emballages. Vous avez un autre 15 à 20% ici qui est l'empreinte des transports personnels, donc la partie de prendre la voiture, le vélo ou la moto. Et puis vous avez le reste ici, on va dire, qui est lié aux services partagés. Donc ça va être les hôpitaux, les écoles, les administrations, aéroports, etc. Vous avez quasiment 40% qui dépend des choix individuels à tous les moments, c'est-à-dire à chaque instant, le choix de prendre la voiture, d'acheter local ou pas. Et 60% qui dépend du collectif. C'est-à-dire que même si demain vous voulez prendre le train, s'il n'y a pas de train, vous ne pouvez pas prendre autre chose que votre voiture. Et donc c'est pour ça qu'on dit, en simplifiant, que l'empreinte, donc c'est 40-60, 40 de choix individuels et 60 de choix collectifs. Alors c'est pas aussi simple, mais grosso modo, ça fixe les idées que les deux sont très liés. Alors maintenant, dans l'urbanisme durable, justement, BZ, c'est un quartier qui est à Londres, avec 250 habitants sur 82 logements, qui a été construit à peu près dans les années 2000. Les gens qui ont conçu le site l'ont inventé de manière à ce que les gens qui vivent dedans aient une empreinte réduite de moitié. Et donc tout a été paramétré dès le départ pour que les 3 planètes soient réduites à 1,5. C'est un projet qui est intéressant parce qu'il montre qu'on peut vivre de manière durable sans retourner à l'âge de pierre. Donc énergie, moins 90%, consommation d'eau, moins 60%, budget des ménages, moins 15%, etc., etc. Donc c'est vraiment un site qui est intéressant parce qu'il fonctionne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui n'a pas marché.